Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 388 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la grande preview des Boston Celtics contre les New York Knicks, série du deuxième tour, demi-finale de conférence à l'Est. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Boston Celtics contre New York Knicks, la preview de la demi-finale de conférence 2025. Comment on se retrouve, quoique je dis ça, alors que c'était un peu l'affrontement qu'on attendait l'an passé et que malheureusement on n'a pas eu à cause de blessures, à cause de les Pacers qui ont aussi battu les Knicks. Bref, donc aujourd'hui, preview de cette demi-finale de conférence. Je dois dire que d'entrée de jeu, autant l'an passé, en cas d'affrontement entre les deux, j'aurais été assez... je trouve que c'était assez équilibré pour le coup, et j'aurais peut-être même mis une petite piécette sur les Knicks pour beaucoup embêter Boston. Autant cette année, je dois dire que je trouve les configurations d'équipe un peu trop différentes, et dans ce match-up particulier, dans ce fit tactique entre l'un et l'autre, au final, ça me paraît de prime abord assez déséquilibré en faveur de Boston. On parle même au-delà du simple écart de niveau de jeu, on va dire un peu intrinsèque, ou voilà, au-delà du niveau de jeu en soi, où le fait où effectivement les Celtics sont plus forts, je pense que ça colle pas trop en termes de tactique sur le terrain, en termes de force et faiblesse de chacun. Donc bref, allons-y. Bon, alors, juste pour dire aussi, je pense que premier tour, Boston a assez rapidement écarté le Magic. Non pas que le Magic n'ait pas fait de bonnes choses, hein. Pour le coup, on a vu que c'était quand même assez intéressant, notamment défensivement, mais assez rapidement, Orlando s'est cassé les dents en attaque par rapport à leur manque de 3 points en termes de fréquence, mais aussi d'efficacité, ce qui fait que le spacing était pas top, ce qui fait que Boston a pu déployer sa défense, etc. Et on a vu un peu, je trouve, le fait que ok, Orlando peut un peu embêter, ils sont un peu allés chercher un Porzingis, les piqueurs dans l'entre-gros qu'on avait décrit, etc. Mais au final, on a un Boston qui est une équipe largement plus complète, qui est pas juste une bonne défense et nulle en attaque, qui a un peu ce côté équipe d'élite, hein, très simplement. Donc quand ils ont réussi à accélérer 2-3 moments dans la série et à plier cette série malgré la dureté de cette série défensive, etc., etc. Et puis de l'autre côté, eux, les Knicks s'en sortent face à des Pistons jeunes mais vaillants, comme on dit dans les gazettes, frais, qui manquaient d'expérience, mais assez frais, mais comme on dit les jeunes équipes en général quand on sait pas trop dire ce qui se passe sur le terrain. Mais non, bref, il y a cet aspect aussi où pour moi les Pistons ont posé pas mal de problèmes à ces Knicks. Alors heureusement, Brunson était là, les fins de match clutch, etc., etc. Mais au final, on ressort quand même de cette série, pour moi en tout cas, avec cette impression où les Pistons sont, mine de rien, mis en place des schémas tactiques pour un peu supprimer le spacing de ces Knicks, et ils le sont plutôt pas mal arrivés, hein. Si on fait un peu le bilan, je vais pas en faire un bilan tactique de cette série en détail, pour le coup, mais en termes de performance, on a un enchaînement de perfs offensives assez peu impressionnantes, hein, pour le coup, de la part des Knicks, et y compris deuxième moitié de série, on va dire, quand ça a commencé un peu à gagner. C'est plutôt la défense qui a été un peu plus au niveau sur la fin de série et qui a permis aux Knicks de conclure. Mais voilà, je trouve que globalement, les Pistons ont montré que cette attaque des Knicks, elle n'était pas parfaite. Et le problème, on va y arriver, c'est que la défense non plus. Donc bref, allons-y. Tiens, commençons par attaque de Boston contre défense des Knicks, si vous voulez bien. Bon, on l'a répété un peu toute l'année, malheureusement, et on l'a répété en se projetant pour les playoffs, mais là on y est, ça y est. En effet, cette défense des Knicks, elle est structurellement fragile parce qu'elle a 2 maillons faibles. Voilà, assez simplement, très clairement, qui sont par ailleurs de maillons faibles dont elle ne peut pas se passer, bien sûr, puisque ce sont ses 2 meilleurs joueurs offensifs. Donc tu es un peu obligé de faire avec, hein, tu peux pas les mettre sur le banc. Évidemment, Brunson et Karl Anthony Towns. Donc c'est vrai que dans une configuration de playoff, et on l'a vu d'ailleurs un peu contre les Pistons, mais on l'a vu toute la saison contre des grosses équipes, dans des grosses affiches où OKC qui allait les punir, je sais pas moi, je crois que c'était Boston aussi d'ailleurs en saison régulière, enfin à peu près tous les match-ups possibles de cette saison, on a vu que le plan de jeu, y compris en saison régulière, le plan de jeu ça a toujours été aller punir Towns, aller punir Brunson. Donc c'est vrai que là, ne serait-ce que de ce côté-là du terrain, le fit tactique est peut-être le pire possible pour moi côté Knicks, parce que non seulement toi-même tu as 2 maillons faibles qui peuvent être punis de 2 manières différentes, hein, 2 maillons faibles, un big qui est fragile et un petit qui est fragile, donc tu peux punir de toutes les manières
possible et imaginable des maillons faibles, mais en plus tu fais aussi face à l'équipe qui est peut-être la mieux armée, la plus expérimentée, et la meilleure tout simplement sur précisément le fait de punir des maillons faibles. Les Boston Celtics, évidemment. C'est même littéralement leur attaque. Hein. Parfois, d'ailleurs, leur mauvais côté, c'est de tomber un peu trop là-dedans, de rechercher un peu trop le mismatch, de faire un peu trop d'un contre un dans cette recherche-là du mismatch. Mais voilà, c'est même précisément toute leur identité, de voir qui est le maillon faible en face et de le punir. Donc là, il y en a deux. C'est un peu le problème. Bon, on verra comment ça va se dérouler, mais c'est vrai que dans la théorie, moi, j'imagine assez bien, et pas que la théorie, parce qu'on a vu aussi 4 matchs en saison régulière entre les deux équipes et 4 qui ont été remportés par les Celtics, mais il y a un peu cet aspect où Brunson, voilà, pick and roll entre petits, c'est un classique côté Boston, notamment sur la fameuse empty action. Donc empty action parce que empty en anglais, parce que le corner est vide littéralement, donc on libère tout un quart de terrain pour un jeu à 2, comme ça il y a personne entre guillemets côté faible dans le corner. Et grosso modo, on enchaîne là-dessus. On l'a vu l'an passé, ils avaient enchaîné ça contre les Cavs, encore et encore et encore, avec Jrue Holiday, Derrick White, Tatum, Brown, chacun soit porteur de balle, soit poseur d'écran, etc. Mais en fait, juste pour aller cibler tel ou tel petit. À l'époque, c'était Mitchell, à l'époque, c'était Garland. Là, ça va être pareil, je pense, avec Brunson, en fait. Et pour Brunson et pour les Knicks, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on switch sur l'écran? Et donc, par ailleurs, en conséquence, on va concéder le mismatch. Hein. Si on switch, on donne un mismatch favorable à Boston. Et ensuite, soit Tatum peut attaquer Brunson, Derrick White peut attaquer Brunson, soit Jrue Holiday, soit Brown, selon qui arrive à obtenir le switch. Donc, il y a ces trucs-là. Si on change sur l'écran, on offre un mismatch et il peut être puni isolation, il peut être puni au poste bas. Tatum notamment, Brown, et puis même White et Holiday. Hein, en fait, les 4 sont compétents à la fois sur l'espèce de pull-up à mi-distance, à la fois aussi parfois sur le pull-up à 3 points, mais à la fois aussi donc sur ce post-up. Post-up contre mismatch, les 4 sont bons. Donc on a ça, et sinon l'autre solution c'est de se dire, bah non, on switche pas. On ne switche pas côté Knicks parce qu'on ne veut pas concéder ce mismatch, sauf que malheureusement, quand tu ne switches pas, ça veut dire qu'il faut que Brunson gêne le porteur de balle, puis revienne sur son attaquant, donc le poseur d'écran. Mais donc forcément, ça se fait en 2 temps. Il y a le edge, ou hard edge plutôt même pour être précis, c'est un hard edge. Je monte au-delà du niveau de l'écran, gêner le porteur de balle, et je reviens sur mon attaquant, mais sauf que le temps que toi tu fais ton edge, le poseur d'écran, il peut s'enfuir. Donc, il y a un côté où switcher, c'est s'offrir la possibilité, c'est priver l'adversaire de décalage. Et si tu ne switches pas, nécessairement, il peut y avoir un décalage qui apparaît quelque part. Avec le poseur d'écran qui roule au panier, le poseur d'écran qui roule au pick and pop. Voilà, ce genre de choses. Ou alors, si tu montes pas assez haut et que tu préfères rester accroché au poseur d'écran, Tatum va avoir une ouverture en sortie de son écran, etc., etc. Donc, ne pas switcher, ça veut dire forcément offrir un décalage quelque part, selon quel type de couverture tu fais. Mais est-ce que ça, c'est pas pire aussi? Est-ce que c'est pas pire, au final, de pas changer et d'offrir un décalage, un cran d'avance pour un drive de Tatum, pour un pull-up de Tatum, pour un pull-up de Derrick White, pour je sais pas, pour n'importe quoi, pour un Jrue Holiday qui va rouler au panier. Si ça fait des prises à 2, par exemple, un edge un peu agressif ou même un blitz sur Tatum en sortie de cet écran avec Brunson qui monte très haut sur Tatum, le poseur d'écran, il peut ensuite rouler au panier ou même juste avant, le fameux short roll, je roule un peu pas loin de Tatum. Tatum lui fait la passe, vu qu'il a 2 contre 1, ça fait sur le reste du terrain un surnombre pour les Celtics. Et là encore, les poseurs d'écran chez les petits, que ce soit Derrick White, Jrue Holiday, et puis même Brown, même si Brown c'est le moins bon, mais tout de même, voilà, ça reste des extérieurs et surtout ça reste des excellents joueurs sur ce qu'on appelle ce fameux short roll. Donc je reçois la balle un peu au cœur du jeu. Après le 2 contre 1, moi je suis tout seul et je dois gérer soit faire une passe, soit faire un drive, etc. Gérer ce 4 contre 3, prendre des décisions en mouvement. Je pense même qu'on peut dire que, notamment Derrick White et Jrue Holiday, c'est peut-être deux des meilleurs extérieurs de NBA sur ce côté short roll, l'extra passe en sortie du pick and roll. Pareil pour Tatum, si c'est Tatum qui est utilisé en tant que poseur d'écran. Voilà, on peut imaginer un peu tout de ce côté-là. Après, on peut aussi se dire que pourquoi pas ne pas switcher cette action, mais tenter de la protéger avec finalement une aide en deuxième rideau. Un peu un côté au niveau et au moment et dans l'espace du pick and roll, on ne switche pas. Donc, on sait qu'il y a un décalage qui va apparaître, mais c'est un troisième homme qui va apparaître dans l'action depuis la ligne de fond, notamment depuis le côté faible. Et voilà, un peu venir s'inviter là-dedans pour, si le poseur d'écran roule au panier, il est couvert. Si le poseur d'écran va au pick and pop, il est couvert aussi avec un troisième homme qui vient sur lui, etc., etc. C'est imaginable. C'est d'autant plus imaginable que
les Knicks et Thibodeau, c'est parmi les équipes de NBA qui sont le plus proactif, le plus agressif sur cette rotation depuis le côté faible, depuis toujours, hein, alors, on n'a même pas remonté à Thibodeau, époque Boston, quand il était assistant de Doc Rivers, hein, c'est lui qui a un peu instauré ça, qui a développé ça en tout cas, cette défense-là, mais même récemment, depuis qu'il est au Knicks, on voit que à chaque fois, même si c'est un petit qui est ligne de fond, le petit côté faible est toujours un peu agressif là-dessus, sur ce positionnement, sur même plus qu'une rotation, c'est même parfois une pré-rotation, on vient en amont de l'action, un peu boucher le terrain et empêcher être là avant que le décalage apparaisse, être un peu dans la zone, etc. Ça peut s'imaginer, ça peut. Le problème, c'est que Mazzulla, on l'a vu, hein, c'est un très très bon joueur d'échecs. Je sais pas. Enfin, en termes de jeu d'échecs basket, évidemment, Boston, depuis 2 ans, avec Mazzulla, bah, c'est vrai qu'on a affaire à une équipe qui est chirurgicale pour punir ça. Précisément, leur action, leur empty action, donc le jeu à 2 qui se fait par exemple sur l'aile gauche, on fait ça sur l'aile gauche. Qu'est-ce qu'on fait sur l'aile droite? On met notre pivot shooter sur l'autre aile. Donc avec ça, ça permet d'éloigner déjà le protecteur de panier adverse. Donc par exemple, si on a Derrick White et Tatum qui font un pick and roll à gauche, à droite, Porzingis sera à 3 points. Il sera sur l'aile. Comme ça, le protecteur de panier adverse sera à 3 points. Donc déjà, premier élément, le mec qui va aider ligne de fond, ce sera pas un pivot. Ce sera un plus petit. Donc l'aide pourrait être plus inefficace. Et puis même, en fait, deuxièmement, on connaît ces mécanismes et même il y a ce schéma-là à Boston où en fait on sait ce qui va arriver, on anticipe et on fait tourner. Donc notamment quand on sait que ça ne va pas switcher au moment de l'écran sur l'aile gauche, en fait on fait tourner en 2 extra passes. Presque le but du pick and roll, c'est presque d'être un appât, un leurre pour attirer un peu la défense et attirer le 3e défenseur, attirer l'aide côté faible. Et une fois qu'elle vient, hop, on libère vite et en 2-3 extra passes, on arrive de l'autre côté et on punit avec un 3 points ouverts de l'autre côté. En fait, on arrive à trouver le joueur qui a été abandonné côté faible, grosso modo. Et là-dessus, Boston est génial. Boston est fantastique. C'est leur schéma de base, presque, j'ai envie de dire, hein, on peut presque aller jusque-là, de setup un peu ça, d'attirer vers là et de libérer. Soit tu switches et tu leur donnes un mismatch sur ce jeu à 2 et ils vont l'attaquer. Soit si tu switches pas et que tu veux compenser avec de l'aide, ils sont très bons pour faire tourner et pour en 2 extra passes faire aller le ballon de l'autre côté et te punir. Donc voilà, c'est un peu le dilemme. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va être géré, ce côté Brunson ciblé encore et encore. Je crains un peu pour les Knicks pour le coup. D'autant que, et ça va revenir tout le temps dans cette preview, mais Boston a un spacing fabuleux. Donc c'est vrai que si par exemple Boston n'avait pas ce spacing, on pourrait se dire que la défense, elle abandonne quelqu'un, mais c'est volontaire. Et c'est même totalement assumé de dire, on a ce joueur qui est un non-shooter, qui est une valve de décompression, comme on dit. On peut mettre de la pression ailleurs parce qu'on a cette valve de décompression où on peut l'abandonner et on peut ne pas revenir sur lui à toute vitesse. C'est pas grave. Non, la force de Boston, c'est même précisément d'avoir ce spacing parfait la majorité du temps et donc de pouvoir punir ces schémas qui vont protéger des switches, etc. Donc c'est l'identité de Boston, c'est précisément ceci. Donc à voir côté Brunson et puis côté Cat aussi, on n'a pas trop développé encore, mais on peut le cibler sur pick and roll relativement facilement. C'est ce qui a été fait, même ce qui a été fait dès le tout premier match de la saison 2025. C'était un Boston-New York et c'était le pull-up de Jason Tatum qui était à la base de tout, parce que ce pull-up de Tatum fait que forcément le pull-up à 3 points en sortie de l'écran. Au début, les Knicks voulaient un peu rester en drop, donc Towns qui restait un peu bas sur les écrans pour essayer un peu d'être en contrôle et pas sortir trop, être agressif et être puni derrière. Non, on préférait rester un peu bas, sauf que au bout de 2-3 pull-up à 3 points de Tatum qui profitait de cet espace en sortie de l'écran pour dégainer et pour les mettre, au bout d'un moment, on a commencé à s'ajuster et une fois que tu t'ajustes et que Towns est obligé de monter, s'il monte, ça veut dire qu'il laisse de l'espace dans son dos, donc passe par-dessus, spacing, extra pass, etc. Donc c'est un peu tout le dilemme. C'est que finalement, on a ce Towns qui peut être ciblé sur pick and roll. Et ça peut être un pari d'ailleurs. Ça peut être un pari de dire non, on va rester bas, on va miser sur le fait que, alors, Tatum, mais ça peut être Derrick White ou des mecs comme ça, laissons-leur ce pull-up à 3 points pour mieux contrôler la raquette. Pour mieux contrôler la raquette, pour mieux contrôler et empêcher des drives, et même pour justement, pour ne pas déclencher du mouvement de balle. Ça peut être ça aussi l'argument. C'est pas juste je reste bas pour bloquer l'accès au panier, c'est aussi je reste bas pour ne pas créer un 2 contre 1, qu'ensuite eux peuvent nous punir, et une fois que sinon on fait un 2 contre 1 sur eux, eux à coup d'extra passe, ils peuvent nous punir ce surnombre et aller chercher leur surnombre eux ailleurs, quoi. Donc il y a un aspect en fait de contrôle du chaos. Faire une prise à 2 agressive, c'est créer un chaos quelque part, c'est faire un surnombre sur l'écran, mais donc ailleurs t'es fragile.
Alors que rester un peu plus traditionnel, c'est essayer de justement pas trop de créer de chaos. Mais ça se fait en concédant des ouvertures et des poches d'espace et d'air dans certaines zones. Là, en l'occurrence, est-ce que vraiment tu as envie de faire ça? Est-ce que tu as envie de parier sur le fait que Brown, que surtout Tatum et Derrick White ne mettront pas leur pull-up à 3 points? Je ne sais pas, ça paraît assez compliqué. Après, bon, là-dessus sur le pick and roll aussi, pardon, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais il y a aussi la question du match-up. Je m'excuse hein, si vous êtes auditeur fidèle, vous nous avez entendu en parler toute l'année, mais il y a un peu ce truc avec les Knicks de pourquoi est-ce que Kat défend nécessairement le pivot adverse? C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que dans l'idée, on pourrait totalement s'imaginer de jouer avec les match-up. Un Thibodeau qui dirait le pivot va être défendu par OG Anunoby, donc OG est quand même un ailier, mais quand même hyper costaud, hyper grand, avec des bras interminables également, donc ça peut passer, et comme ça permet de cacher Towns ailleurs, sur quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la théorie, de dire on peut sortir Towns du match-up du pivot, et donc du pick and roll 1-5, ou du poseur d'écran qui est le poste 5, on arrive à cacher Towns et le sortir de ce match-up-là, mais dans les faits, et si vous êtes auditeur régulier, encore une fois, vous nous avez entendu le dire toute l'année, bah, Thibodeau ne l'a quasiment jamais fait. Vraiment, Thibodeau laisse Towns sur le pivot. Et c'est ce qui est un peu dommage, parce que du coup, les attaques peuvent attaquer avec leur meilleur poseur d'écran, qui est plutôt un pivot généralement, et ce poseur d'écran, en plus, cible en même temps Towns. Enfin, ça permet de cibler et d'impliquer dans l'action Towns, qui est donc en plus le maillon faible. Donc voilà, c'est la question pour moi, c'est est-ce que enfin on va jouer avec les match-up? Vu ce qu'on a eu toute l'année, c'est possible que non, qu'on reste comme ça, puisqu'il ne l'a pas fait toute l'année. Après, de l'autre côté, est-ce que cette stratégie, c'était pas précisément un aspect de non, on se garde cette carte-là pour les playoffs, et là, en playoffs, ça va se jouer sur 4, 5, 6, 7 matchs maximum. Est-ce que là, on dégaine pas un peu en mode surprise ou en mode, en mode carte magique? Là, justement, on joue avec les match-up. Peut-être. Peut-être pas. Je développerai un peu tout à l'heure pourquoi ça peut paraître compliqué quand on parlera des match-up. Mais voilà, il y a un peu ce truc de est-ce qu'enfin on va mettre le pivot il va être défendu par donc Porzingis, est-ce que Porzingis pourrait être défendu par Mitchell Robinson qui sort du banc, ou que justement on met titulaire? Est-ce que OG Anunoby aussi pourrait pas lui prendre ce rôle-là? Peut-être, ou est-ce que on va rester comme d'habitude avec 4 en poste 5 qui défend le poste 5 adverse un peu comme d'hab? Je ne sais pas. Après, les couvertures vont aussi dépendre beaucoup de qui est le poseur d'écran. Notamment, c'est vrai que j'ai parlé un peu du drop pour essayer de contrôler le chaos et de rester un peu en mode traditionnel et conservateur et pas trop créer d'espace et de brèche dans la défense. Ça dépend aussi de qui est le poseur d'écran. En l'occurrence, je pense que avec Porzingis ayant une menace de pick and pop, sans doute qu'on pourrait tenter l'option du switch, et même du late switch, c'est-à-dire Kat va démarrer comme si c'était un soft edge, ou un drop, donc il va un peu laisser venir peut-être, et le défenseur qui est sur Tatum par exemple commence à traverser l'écran, et puis non, en fait il s'arrête, et au final il reste sur Porzingis. Pourquoi? À quoi ça sert de faire ce genre de switch? C'est que switcher, ça permet qu'il n'y ait pas de pick and pop ouvert. Alors que un drop, un edge ou des couvertures un peu normales, on va dire, les deux défenseurs vont rester sur le ballon, sur Tatum, et donc Porzingis va être défendu par personne. Donc il y aurait une ouverture de pick and pop. Donc je pense que on pourrait s'attendre, pourquoi pas, à un late switch pour défendre le pick and pop. Sauf que forcément, vous le devinez, si tu switches, ça veut dire que, je sais pas moi, si c'est OG Anunoby qui est sur Tatum à la base et qui se retrouve à switcher sur Porzingis pour empêcher le pick and pop, c'est très bien. T'as privé Boston de ce pick and pop et d'un tir ouvert, d'accord, mais t'as concédé Towns en switch et donc en 1 contre 1 sur Brown ou sur Tatum. Et ça, on peut se poser la question, est-ce que t'as envie? Est-ce que t'as envie de toute une série, ou en tout cas de longues séquences, offrir ce 1 contre 1 dans le périmètre 4 qui doit défendre sur Tatum, par exemple? Bon, c'est un peu compliqué. Donc après, une autre possibilité, ce serait de se dire, sur l'écran, on reste à 2, on switche pas, on amène un 3e homme, encore une fois, ce fameux 3e homme, un 3e homme qui fait la rotation sur le pick and pop. Ça peut s'imaginer, ça peut d'autant plus s'imaginer que Tatum n'est pas un passeur de chapeau 1, donc notamment, tu fais ça face à Luka Doncic, il fait pas la passe à Porzingis qui va être couvert, mais il est capable de sauter une rotation et de faire la passe corner opposé, ou en tout cas à 2 passes près, on peut dire. Il peut faire la passe directement, lui, un passeur chapeau 1, il peut faire directement la passe au mec qui est ouvert même s'il est plus loin. Alors que Tatum, tu peux te dire, bon, Tatum c'est peut-être pas ce niveau de passe, donc couvrons l'option la plus directe, la plus facile, la plus proche,
Et c'est vrai que lui, il peut pas nous punir en faisant la passe un peu plus lointaine. Donc, ça peut s'imaginer. Mais le problème, encore une fois, on en vient là, c'est que Boston, spacing et connecteur. Donc, notamment, si Tatum, tu décides de faire une prise à deux plus ou moins agressive, mais pas hyper agressive, mais voilà, tu décides de rester à deux sur le pick and roll sur lui et tu apportes un troisième homme sur Porzingis, d'accord, sauf que le ballon voyage plus vite que les joueurs. Donc, notamment, si Tatum arrive à libérer sur Porzingis relativement rapidement et que Porzingis peut ensuite faire une extra passe lui-même vers l'aile opposée ou le corner opposé. Donc, et donc ça, c'est rendu possible aussi par le spacing. Spacing où en fait tout le monde peut être dangereux et où tu t'as pas ce côté où non, on peut faire ça et puis c'est pas grave. Côté faible, on laisse ce non-shooter, on fait pas la rotation sur lui, si lui il a la balle, c'est pas grave. Bah non, Boston, tu peux pas faire ça. Et puis de la même manière, imaginons que tu commences à rentrer dans ce genre de mécanisme, à faire 2 sur le ballon et puis un troisième qui couvre le pick and pop, c'est bien gentil, mais Boston possède de très très bons connecteurs, des joueurs qui font le lien, qui sont un tissu liant, qui peuvent faire le lien entre la création et le créateur et le finisseur, notamment, parlons concrètement, un Derrick White, un Jrue Holiday, des mecs comme ça qui viennent faire des cuts off-ball et qui viennent couper dans le dos de la défense, couper dans le dos de l'aide, venir offrir une option de passe un peu plus facile également là pour Tatum, pour la renvoyer ensuite ailleurs, etc. etc. Donc il y a cette menace, on va dire, de connecting plus de spacing à Boston qui fait que toute couverture agressive peut vite s'avérer un peu dangereuse. Donc voilà, le problème c'est que si tu veux switcher pour ne pas avoir un pick and pop facile, il n'y a pas de problème, mais ça veut dire potentiellement offrir 4 sur un plateau à Tatum. En tout cas, si 4 est en effet sur notre ami Porzingis, si 4 est sur le pivot adverse, ou si 4 est sur Allerford. Allerford aussi, je pense que, est-ce que tu as envie de faire un late switch sur Allerford ou pas? Est-ce que Allerford, tu crains peut-être un peu moins, qui pourrait te permettre de ne pas faire un switch, je ne sais pas, mais voilà, là typiquement on arrive à la question des match-up, et si par exemple on faisait rentrer un Mitchell Robinson en titulaire, ou en gros temps de jeu en tout cas, ou alors si on avait un OG Anunoby qui défendait le poste 5, bah peut-être que tu aurais moins de problèmes à faire ça. Peut-être que le défenseur de Tatum, je sais pas moi, Mikal Bridges, il peut rester sur le pick and pop, et le défenseur qui était sur Porzingis, c'est OG, et d'un coup OG qui switch sur Tatum, c'est plus intéressant. Vous voyez un peu, c'est l'idée, c'est de se dire, de jouer avec les match-ups, ça permet de sortir Towns de ce pick and roll là, et au final, même si on fait un switch, ça reste un premier rempart qui est totalement acceptable face à Tatum sur ce pick and roll. Donc voilà, mais après, bon, c'est pas non plus exactement, c'est une possibilité, et j'attends de voir, hein, parce que voilà, il y a ce qu'on voit en saison régulière. Après les playoffs et les meilleurs coachs de playoffs, c'est aussi des mecs qui sont capables de prendre des vraies décisions, de pas attendre le match 3 ou 4 d'ailleurs pour prendre la décision au passage. Mais il y a aussi ce côté plus proactif en playoff. Donc ça me paraît peu probable, mais c'est quand même intéressant d'énumérer un peu toutes les possibilités. Mais voilà, la clé, ce sera encore une fois, à mon avis, le pull-up à 3 points de Tatum. Parce que si ça commence à rentrer, tu peux pas te permettre de rester en drop et de un peu tout contrôler comme ça. Donc ça, non, ça c'est pas possible. Est-ce que tu peux te permettre de switcher sur Tatum? Vu le spacing, ça paraît compliqué. Et puis, d'ailleurs, on a dit l'identité fondamentale de Boston, c'est un peu ce jeu de la chasse au mismatch, hein, pour le coup, de très bien structurer le terrain, les fameuses, bon, le nom on s'en fiche, hein, c'est un peu des Gator action. Et littéralement les actions d'alligator, hein, je sais pas pourquoi, mais Gator action, c'est un peu justement quand tu attires d'un côté pour attirer l'aide depuis le côté faible avant de vite extra passe, de vite punir de l'autre côté. Voilà, le but c'est les Gator action, c'est ça, c'est comme j'ai décrit tout à l'heure, de attirer d'un côté, sachant que la prise à deux ou l'aide côté faible va venir, tu attires d'un côté et vite tu libères ensuite pour l'autre côté. C'est ça un peu ce genre d'action. Là encore là-dessus, ils sont très bons, mais disais-je, pardon, je me perds moi-même. Donc l'identité de Boston, c'est ça, c'est le 1 contre 1, c'est la chasse au mismatch, mais on a vu aussi cette saison une partie importante de l'attaque, surtout deuxième partie de saison d'ailleurs, à partir des matchs OKC, les matchs à Cleveland aussi, je parle des grosses affiches, hein, notamment qui ont été gagnées par Boston. On a vu l'émergence de beaucoup plus de pick and roll de Tatum, justement. Alors, c'était pas les mêmes types de couverture parce qu'à Hartenstein, OKC Boston à l'époque début janvier, il faisait beaucoup de edge notamment, et puis Boston, puis Cleveland aussi c'était un peu différent, ça faisait des edge notamment pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu aussi l'émergence, je trouve, en deuxième partie d'année avec Boston,
l'émergence d'une attaque plus traditionnelle, on va dire, c'est-à-dire du pick and roll Tatum, un peu plus frontal et un peu plus à haut volume, surtout. C'est un peu ça la clé, parce que pick and roll, il y a toujours pu en faire, hein, évidemment, mais le fait il y a certains matchs où on appuyait là-dessus, c'est une arme qu'ils n'avaient pas forcément à ce point autant, qu'ils ont développé, et donc je trouve ça bien, parce que voilà, on arrive sur un match-up où, potentiellement, si Thibodeau ne joue pas tant que ça avec les match-up, tu peux arriver à punir un Towns. Et puis d'ailleurs, on peut le dire aussi, en fait, même si Thibodeau joue avec les match-up de qui défend qui, et même si Thibodeau essaye de sortir 4 du match-up contre le pivot adverse, bon, en fait, il peut quand même le punir. Il suffit juste que tu appelles sur l'écran, et tu appelles en poseur d'écran, le mec qui est défendu par Towns, finalement. Donc, d'une manière ou d'une autre, Towns reste un élément qui peut être ciblé et attaqué, et peut-être un maillon faible qui va donner pas mal de décalage à Boston. Parce que voilà, au final, qu'il soit sur un pivot ou sur un plus petit, juste tu fais venir le mec sur qui il défend en tant que poseur d'écran, tu impliques donc Towns dans ce pick and roll, et à partir de là, c'est bingo, quoi. C'est comme ça que tu peux développer pas mal d'attaques. Donc voilà, c'est un peu le truc que je crains, faisant un peu le résumé, c'est que Brunson peut être ciblé, on a développé tous les dilemmes, et il n'y a pas de bonne solution, et Towns peut être ciblé également. Donc voilà, après, y a-t-il l'option de faire des blitz ? Est-ce qu'on pourrait pas se permettre justement de parier sur le fait que Tatum, c'est un bon passeur, c'est pas un chapouin. Est-ce que, et ça a été vraiment une vraie arme cette saison qu'on a vu à deux, trois reprises, et pas forcément des Knicks, mais de certaines équipes, de dire est-ce que notre meilleure option, vu qu'il est fort partout, Tatum, l'endroit où il est peut-être le moins fort, c'est peut-être le passing, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre une énorme pression sur le ballon, beaucoup non pas un soft edge où un peu on fait un 2 contre 1 mais en laissant venir, quoi, pour contenir l'action, voilà, 2 contre 1 on laisse venir, non pas un soft edge mais un hard edge, ou même des blitz, des trappes, des prises à deux agressives. Est-ce que c'est peut-être pas ça une solution ? Est-ce qu'il n'y aura pas aussi cette carte à jouer dans la série de dire on peut essayer de couper court directement à l'attaque, et notamment en pick and roll, en le gênant beaucoup et en misant sur le fait que il n'arrivera peut-être pas 100% des possessions à sortir la balle, parce que c'est pas un passeur, encore une fois, de 99e centile, et que peut-être on peut gagner des points comme ça, quoi. Peut-être que la carte à jouer blitz peut être intéressante, mais là encore, on retombe sur d'accord, sauf que vu le spacing qu'il y a derrière, c'est très risqué. C'est très risqué d'être uber agressif loin du panier sur des blitz, sur des écrans, sachant que si la balle ressort, t'es un peu mort, quoi. T'es un peu mort parce que extra passe, shoot à 3 points, beaucoup d'espace. Voilà, les Knicks pourront pas arriver à couvrir ce qui se passe derrière, quoi. Donc le pari, ce serait vraiment d'être le plus létal possible, le plus étouffant possible dans le périmètre, et d'empêcher que la balle ressorte. Mais si la balle ressort, t'es un peu mort. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Je sais pas. Et l'autre option, ce serait aussi de se dire pourquoi pas tenter le switch au final. Ça peut paraître un peu fou, mais ça peut s'imaginer. Est-ce que la meilleure solution, ce serait pas au final de dire Towns, qui que tu défendes, tu switch, ok. Et puis par exemple, une tactique qui est classique en NBA, c'est le pivot, après avoir switché sur un petit, il va presser haut, il va presser très haut pour premièrement dissuader ou empêcher un pull-up à 3 points, et même inciter à driver, parce que si le pivot il monte très haut, il est vulnérable sur un drive. En général, si tu veux pas te faire dépasser, tu restes un peu bas, et si tu veux presser, tu montes haut, mais si tu montes haut, c'est plus facile de te dépasser. Et donc il y a un peu ce genre de stratégie, d'ailleurs, qu'on a vu dans la série Wolves-Lakers, qu'on a vu, Mike Malone le faisait beaucoup à Denver à l'époque, même avec Jokic et même Mason Plumlee, etc. Enfin, c'est classique depuis des années et des années, ça, pour le coup, le côté on fait switcher le pivot, et pour le protéger, grosso modo, on le fait presser haut, comme ça lui il incite à se faire attaquer sur drive, et en fait une fois que le mec attaque sur drive, on le réceptionne au panier avec un trap the box, on appelle ça, un deuxième défenseur qui arrive et qui le réceptionne. Ça peut s'imaginer, mais encore une fois, on parle d'une attaque qui a un spacing génial. Donc Towns qui va se retrouver sur des 1 contre 1, ok, c'est génial, tu n'as concédé aucun décalage, donc la défense est encore relativement dans un état stable. Mais premièrement, Tatum, il est fort à 1 contre 1. Et puis pas que Tatum, même Brown, pour le coup, ou même Derrick White. Et puis deuxièmement,
il faut le protéger là, un contre 1. C'est pas juste on fait un contre 1, on fait un switch et puis tu te démerdes un peu 4. Non, ça marche pas comme ça en NBA. L'isolation, on l'a déjà dit, l'isolation, c'est plus vraiment une isolation aujourd'hui en NBA. C'est le mythe du 1 contre 1 n'existe plus. Enfin, c'est pas des vrais 1 contre 1. Il y a des mecs côté fort, côté faible qui viennent boucher le terrain en tête de raquette ou en amont de l'action, au début de l'action, et puis même sous le panier, il y a souvent une aide aussi qui vient se rajouter. Donc c'est souvent des 1 contre 3, 1 contre 4, on va dire, ou j'exagère un peu, mais c'est quand même un peu l'idée. Mais là, pareil, si tu essaies de switcher et ensuite que tu veux le protéger avec un mec sous le panier qui vient depuis le côté faible, tu veux le protéger avec des stunts, donc des mecs qui vont essayer de boucher l'espace, de rétrécir l'espace et empêcher Tatum de driver main droite ou main gauche avec très tôt, vous voyez ce que je veux dire, un peu en tête de raquette ou à 3 points depuis l'aile, des mecs qui viennent très tôt empêcher et boucher cet espace, tu peux le faire. Mais, encore une fois, si Boston n'a que à mettre des bons shooters à une passe près, et comme ça, quand l'aide se déclenche, Tatum, la passe, la lecture simple, il peut la faire, hein, même largement facilement. S'il essaie de driver contre Towns et qu'on essaie de protéger Towns avec, par exemple, Josh Hart qui coulisse et qui vient boucher l'espace et empêcher un drive main droite, Tatum, il fait juste la passe au shooter qui a été abandonné par Josh Hart. Et il y a certaines configurations d'équipe où ça peut s'imaginer. Encore une fois, avec Boston, c'est risqué. C'est risqué parce qu'ils ont des bons shooters partout. Donc voilà. Boston, c'est une des meilleures équipes anti-stunt, on peut dire. Donc si tu veux faire des stunts contre eux, c'est risqué. Donc voilà un peu pour décrire. Je vais essayer de résumer pour le pick and roll. Est-ce qu'on met Towns sur le pivot ou pas? Première question. Même s'il n'est pas sur le pivot, on peut le cibler. Ok. Est-ce que Towns fait un drop, mais le pull-up à 3 points de Tatum peut punir ça assez rapidement? Est-ce qu'on fait un switch pour empêcher le pick and pop et pour empêcher tout décalage, mais ensuite, soit Tatum peut attaquer Towns dans l'espace, soit d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Porzingis aussi. Porzingis, on l'a vu en finale NBA, il peut aussi lui-même aller s'installer au poste bas, poste haut et faire son 1 contre 1 et shooter par-dessus le plus petit. Donc il y a ça. Soit sinon, on fait un blitz, on fait une prise à 2 agressive sur Tatum, mais là encore, si la balle arrive à sortir, t'es un peu mort. Donc il n'y a pas de bonne solution pour le coup. Dans ce match-up, on en parle un peu de tactique. Le fait de cibler aussi, de cibler des 1 contre 1 avec Boston, les fameux piquets dans l'entre petits pour cibler un Brunson, pour attirer la défense d'un côté, et puis en fait, ceci étant l'heure pour vite aller chercher l'autre côté, ou alors juste, si ça donne le 1 contre 1 et que ça switch sur l'écran entre petits, on peut cibler le petit au poste bas, on peut le cibler le petit avec un pull-up dans le périmètre, etc. Voilà, c'est pas. Tactiquement, il n'y a pas de bonne solution pour le coup, mais parce que deux maillons faibles, c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, surtout quand donc, tu affrontes une équipe qui a un tel spacing. Et donc voilà, compenser et protéger un maillon faible, ça se fait avec des défenseurs supplémentaires, mais le défenseur supplémentaire, s'il vient t'aider, ça veut dire qu'il abandonne quelqu'un pour t'aider. Mais si toi, t'as que des bons shooters sur le terrain, tu peux punir plus facilement le fait qu'on t'abandonne. Juste pour finir, peut-être en termes de match-up, je pense qu'on va partir sur donc un 4 qui défend Porzingis. Voilà, poste 5 sur poste 5. Potentiellement Anunoby, qu'on va aussi garder au passage pour mettre sur Tatum. C'est vrai qu'avoir un premier rideau de cette qualité, ça aide aussi. Donc peut-être ça, c'est la meilleure solution plutôt que de se dire non, Anunoby, il est gros, donc il peut tenir des pivots, et puis etc. Donc je pense que 4 sur Porzingis, Anunoby sur Tatum, Mikal sur Jaylen Brown, même s'il a fait un petit déficit de puissance et que Brown pourrait l'attaquer en post-up, mais il y a aussi Josh Hart pour le coup, donc il y a aussi cette possibilité. Je pense que Josh Hart peut aussi se prendre un peu Jaylen Brown, donc soit Mikal, soit Hart sur Brown, et donc soit Mikal, soit Hart sur Derek White, et puis Jalen Brunson, où est-ce qu'on le met? Il reste plus que Jour-Lié. Alors, il y aura des séquences où tu pourras le cacher un peu sur Pritchard ou sur Sam Hauser ou des mecs comme ça. Mais là, sur le 5 de départ et sur pas mal de minutes des gros titulaires, on va dire, il n'y a pas d'endroit où tu peux cacher Brunson. En général, on essaie de le cacher sur le moins bon attaquant ou sur le moins bon shooter. Ok, Jrue, c'est pas un shooter, mais en fait, Jrue pourra aussi, à mon avis, juste avoir des possessions où il va être initiateur d'attaque. Ce qu'il n'est plus trop depuis 2 ans, depuis qu'il est à Boston, il est plutôt connecteur, il est plutôt que connecteur plutôt que créateur balle en main. Mais on a vu aussi depuis 2 ans que quand il faut, quand il y a le bon match-up, ça reste un mec qui, il y a encore 2-3 ans, était un porteur de balle de calibre All-Star ou pas loin, avec ce type d'utilisation. Donc il n'a pas non plus tout perdu. On ne parle pas d'un mec, la version porteur de balle, c'était il y a 10 ans, non. Et puis, surtout un mec hyper costaud. Donc il y a des fois, il n'y aura même pas besoin de faire la chasse au mismatch pour que Derek White, pour que Tatum et Brunson
je pense qu'il y a aussi l'attaque frontale de bah tiens, Jrue Holiday va cibler en 1 contre 1 Brunson parce que c'est toi qui as Brunson. Et si Brunson n'est pas sur Jrue, il va être sur qui? Il va être sur Derrick White. Ok, sauf que Derrick White, il va se faire plaisir, quoi. Derrick White, en termes de 1 contre 1, c'est pas mal non plus aussi, pour le coup, sur Brunson. Si Brunson, on le met où alors? On le met sur Jaylen Brown, bah, c'est pareil. Il y a la problématique du 1 contre 1. Jaylen Brown peut te punir largement 1 contre 1, notamment en post-up, plus petit, il adore ça. Enfin, voilà, il n'y a pas de bonne solution, quoi. Donc pour le coup, c'est un peu le problème des match-ups. Pour ça, c'est que on pourrait même avoir un bonus avec bah, juste Jrue Holiday. T'as plus de possession que d'habitude, plus de play call ou bah, juste post-up pour toi, quoi. Ou alors drive isolation depuis la tête de raquette, là, comme il aime bien faire, un peu en mode bully ball, c'est possible aussi. Ou alors, autre configuration de match-up, hein, on en parlait, si on essaie un peu de sortir Towns du poste de pivot. Donc on mettrait OG sur Porzingis, d'accord, ok. Mikal ou Josh Hart, soit sur, enfin les deux, sur Tatum et sur Brown. Mais là déjà, vous voyez qu'on perd un peu. Parce que Mikal sur Tatum, je pense que c'est pas mal, mais je pense qu'OG est quand même meilleur en termes de défense d'homme à homme sur le profil Tatum. Donc Mikal, peut-être pas assez costaud ou un peu moins costaud et un peu moins terrifiant, on va dire, en homme à homme. Et puis Josh Hart, assez costaud, mais avec peut-être des bras en moins, quoi, on va dire, un peu moins d'envergure. Donc Tatum pourrait un peu plus facilement lui shooter par-dessus ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc OG sur Porzingis, sur le pivot. Mikal et Josh Hart sur Tatum et Brown. Bon, évidemment, toujours Brunson sur Jrue Holiday. Et donc, Kat, on le met où? Parce que t'es bien gentil, Guillaume, de nous parler de déplacer, de jouer avec les match-ups. Mais si on met OG sur Porzingis, il faut bien le mettre ailleurs, Kat. Donc, est-ce qu'on le met sur Brown? Non. Est-ce qu'on le met sur Tatum? Non. Est-ce qu'on le met sur Jrue Holiday? Peut-être, mais en fait, c'est choisi ton poison. Tu mets Kat sur Jrue Holiday, qui est le non-shooter. Ok, c'est le moins pire. Mais ensuite, tu te retrouves avec Brunson sur White. Et Brunson sur White, on a déjà dit, c'est pas top. Ou alors donc l'inverse. Ou alors si tu laisses Jalen Brunson sur Jrue Holiday, ok, mais tu demandes à Kat de défendre Derrick White. Là non, c'est pas possible non plus, quoi. C'est un peu là-dessus où le fameux jeu des match-up qu'on décrit depuis cette année, c'est toujours de se dire, enlevons Towns du pick and roll et plaçons-le sur un non-shooter pour être un peu plus tranquille. Sauf que là, il n'y en a pas des non-shooters. Il y a ni non-shooter / ni pas bon joueur offensif. Parce que là encore, et d'ailleurs là on retombe exactement sur la problématique de deux maillons faibles. Si t'en avais qu'un, si t'avais que 4, c'est pas grave, tu mets 4 sur Jrue Holiday. Ok, c'est pas parfait, tu peux arriver à le punir, Jrue Holiday peut être un poseur d'écran et quand même emmener 4 dans l'action, etc., etc. C'est pas parfait, mais c'est ça le jeu des match-up. Par contre, le problème c'est que si t'avais que 4, ça pourrait passer, mais là t'as Brunson. T'as un deuxième maillon faible. Et si tu te permets de faire ça et que tu offres Brunson sur un plateau à Derrick White, bon ben il va se faire plaisir, quoi. Et je pense que Derrick White, il est capable de punir frontalement et directement un Brunson. Donc il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution. Est-ce qu'on peut imaginer un Mitchell Robinson qui sortirait de sa boîte en mode titulaire au gros temps de jeu? Je ne sais pas, parce que ça affaiblirait encore sans doute le spacing, mais je pense que ça va être une possibilité, une option qui va être utilisée, oui. Mais voyez un peu l'idée, quoi. C'est que là, concrètement, comment est-ce qu'on joue avec les match-ups? Ben, on peut pas. On peut pas trop. Est-ce qu'on met 4 sur aussi Jaylen Brown? Ça peut s'imaginer. Ça me paraît un peu compliqué. Hein. Ça peut se tenter. Hein. Ça peut se tenter de dire on met 4 sur Brown et tu restes bas, tu le forces à prendre des pull-ups. Quoi. Tu le forces à prendre des pull-ups un peu dégueux, sachant qu'il peut les mettre. Hein. C'est Jaylen Brown. Mais ouais, pourquoi pas. Mais là encore, hein, tu as des moyens de punir. Hein. Juste tu fais une sortie d'écran pour Jaylen Brown ou des trucs comme ça, tu le fais bouger dans le périmètre. Bon, je sais pas. Et puis en plus, d'ailleurs on l'a même pas dit, mais si imaginons, voilà, tu mets Brunson sur Brunson sur Jrue Holiday, tu mets 4 sur Derrick White, tu dis ça va passer, ou alors tu bricoles, tu mets 4 sur Jaylen Brown, ou alors tu fais l'inverse, enfin bref, imaginons là, tu bricoles tout ça, tu dis bon faisons comme ça va passer, etc. Et tout ça, tu bricoles, pourquoi? Et tous ces compromis, et toute cette réflexion, et tous ces risques potentiels, tu les prends, pourquoi? Pour que il y ait OG Anunoby qui soit sur Porzingis pour le pick and roll Tatum Porzingis. Voilà, tout ça c'est pour ça, on le rappelle, pour que tu aies OG sur le poste 5. Sauf que Boston, en un claquement de doigts, peut annuler totalement ça. Boston peut dire bon ben en fait, on arrête le pick and roll, juste Porzingis, tu vas rester sur l'aile, pas proche du panier, pas dans le corner, tu restes sur l'aile. Le fameux 5 slot, hein, le poste 5 5 slot, le slot c'est l'aile, hein, littéralement.
Donc, enfin, pas littéralement, wing, c'est l'aile, mais le slot, c'est l'endroit du terrain sur l'aile, si vous voulez. Mais voilà, en fait, juste si toi, tu te prends tous ces risques et toutes ces difficultés, et toutes ces manœuvres de match-up pour éviter que Kaut soit sur le poste 5 pour le pick and roll, en fait, Boston peut juste te dire, bon, bah ok, mais sauf que Porzingis, on t'utilise en spacer, on t'utilise juste pour écarter du panier Anunoby, et pas sur les écrans. Juste, on t'utilise pour apporter du spacing. Et on fait les écrans ailleurs, quoi. Donc, donc voilà, tout ça pour ça, quoi. Bref, ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît un peu compliqué, et je dirais quand même que l'avantage est largement côté Boston de ce point de vue-là, de ce côté-là du terrain. Et puis donc, enchaînons avec l'autre côté du terrain, l'attaque des Knicks contre la défense de Boston. Bon, à l'inverse, j'ai parlé du spacing de Boston. Je pense que là se pose au contraire la question du spacing des Knicks. Et paradoxalement, alors qu'en effet, ils ont 4, ils sont allés le chercher notamment pour ça, d'avoir un poste 5 qui shoot, ça permet énormément de choses. Sauf que le problème des Knicks cette année, et vous le savez sans doute, c'est que les Knicks, il n'y a pas que Towns. Les Knicks, il y a aussi un mec qui s'appelle Josh Hart. Et Josh Hart, il est ô combien précieux, mais en fait, sa seule présence sur le terrain, Josh Hart qui est un non-shooter, qui est considéré comme ça, qui est traité comme ça, et à mon avis, a raison, sa seule présence vient quasiment annuler toute la valeur structurelle d'avoir un pivot qui shoot, et donc qui pourrait éloigner le pivot adverse du panier. Voilà, quand on parle de valeur structurelle, c'est ça. C'est le fait que on a un pivot qui, de par sa seule menace, et donc le fait d'être défendu par un pivot, peut à lui seul, de par cette menace à 3 points, empêcher que le pivot adverse soit proche du panier pour la protection de panier, etc., etc. Et donc tout ceci est annulé et a été annulé immédiatement toute la saison à cause de Josh Hart, parce que Josh Hart étant un non-shooter, toutes les équipes quasiment mettent leur pivot sur Josh Hart, et donc en fait utilisent leur pivot dans ce qu'on appelle le rôle de safety, de roamer, R-O-A-M-E-R, le roamer qui vient roamer, qui vient rôder autour du panier, littéralement en français, c'est rôder, et en fait qui vient faire le rôle de libéro défensif, comme on dit au foot, fut un temps le libéro qui était derrière la ligne de défense, un peu libre de tout marquage. Voilà, il y a un peu ce rôle-là en NBA aujourd'hui on met le pivot sur un non-shooter, et comme ça, tu le défends pas, tu t'en fiches de ce mec, tu t'en fiches de ce non-shooter, et tu viens en bonus, tu viens rôder autour du panier librement. Et c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que l'idée théorique de Kat, c'était d'offrir un spacing absolu. Or là, ce qu'on remarque depuis toute l'année, et en playoff y compris, Jalen Duren, c'est exactement ce que les Pistons ont fait. Ils ont mis Jalen Duren en défense sur Josh Hart. Et donc, Jalen Duren était en bonus sur chaque action pour boucher l'espace ou pour être sous le panier, pour empêcher que le drive aille jusqu'au panier, et donc le drive était obligé de s'arrêter sur la short mi-distance, la zone des flotteurs, pour défendre le tir en 2 contre 1 quand il y a un drive. Au contraire, si le tir est tenté tout de même, pour être en deuxième rideau. Bref, voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est que Duren était déployé dans ce rôle-là, Duren ou Stewart aussi d'ailleurs, mais on a cette idée où le pivot défensif peut être déployé là-dedans. Donc ça, c'est un peu l'idée générale contre les Knicks, et même, j'ai envie de dire, d'autant plus avec les Celtics, puisque notre ami Joe Mazzulla, on en parlait toute l'année, c'est un peu le roamer fou. Alors pas lui personnellement, il n'est pas sur le terrain, mais s'il y a bien un coach en NBA qui adore cette idée de mettre un pivot sur un non-shooter ou un pivot sur un joueur offensif moins important, c'est Joe Mazzulla avec Porzingis et Luke Kornet. Et même, ça réclame une certaine créativité tactique, parce que c'est aussi rendu possible par le bon coaching de Mazzulla, mais aussi par le fait que tu as aussi des mecs comme Tatum, qui est capable de défendre un pivot, au moins quand c'est pas Jokic ou Embiid, évidemment, mais tu as ce truc de, là encore, on parlait de valeur structurelle en attaque pour Towns, la valeur structurelle défensive de Tatum, c'est ça, c'est qu'il est poste 3 ailier de formation, poste 3, vous voyez pas, mais je fais des guillemets, mais qu'il a cette capacité à défendre des plus gros, et ce qui permet de déployer off-ball Porzingis. Alors que si Tatum était plus petit, moins costaud et pas capable de faire ça, tu serais un peu obligé de mettre Porzingis sur le pivot adverse. Mais comme Tatum est capable, c'est l'arme secrète défensive des Celtics, c'est ça, c'est la valeur structurelle de Tatum, ça permet de déployer Porzingis off-ball, et donc ça permet notamment, et je parle de Tatum, mais Jean Holiday aussi, et aussi un atout défensif tellement polyvalent qui permet plein de choses. En fait, ça permet à ce que Kornet et Porzingis soient déployés dans ces rôles de libéraux,
où ils peuvent juste apporter en bonus dans l'action, en deuxième rideau, leur taille, leur longueur et faire des actions au panier et donc être des fantastiques défenseurs de deuxième rideau, plutôt que de laisser ces mecs-là dans un rôle de pivot traditionnel qui va être attaqué plus frontalement, qui va devoir faire du drop, qui va être attaqué face à un porteur de balle, etc., etc. Des domaines où ils sont un peu moins forts, hein. À la fois Cornet et à la fois Porzingis, ils sont moins forts là-dessus, sur le côté défense de pick and roll plus frontal, etc., etc. Là, Mazzulla arrive à les déployer autrement. Vraiment, hein, littéralement, il les déploie en tant que bonus dans l'action, en tant que roamer. Et pour le coup, on a vu que Mazzulla n'hésitait pas à mettre des mecs comme ça sur... souvenez-vous d'un match-up contre OKC, alors que Aaron Wiggins n'est absolument pas un non-shooter. Mazzulla, il s'en fiche. Il a quand même mis en roamer, en libéraux défensif, Cornet sur Aaron Wiggins, ou Porzingis sur Aaron Wiggins, il leur a dit, tu abandonnes totalement Aaron Wiggins et tu vas rôder autour du panier. Voilà. Donc si Mazzulla est capable de faire ça avec un Wiggins qui n'est pas du tout un non-shooter, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il le fasse aussi avec Josh Hart. Donc, la difficulté, et j'ai même pas encore commencé de la manière dont les Knicks pourraient initier l'attaque et créer l'attaque. Hein. Là, je parle juste du spacing et le fait que va falloir s'attendre à ce que Boston déploie, comme toute la saison, des libéraux défensifs et donc un mec sous le panier qui va apporter son impact. Hein, regardez les chiffres d'efficacité, de perte d'efficacité défensive infligés par Cornet et Porzingis, c'est d'élite. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont un peu libres. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil de devoir gérer un contre 2 sur drop ou de toi-même être en 2 contre 1, en bonus sur l'action. T'as aucune responsabilité. Tu peux rôder autour du panier et te rajouter sur un drive, etc. etc. Donc voilà, le problème du spacing va se poser à mon avis. Après, la question du pick and roll est évidemment au centre de tout. Comment est-ce que Boston va défendre le pick and roll ? Brunson notamment, Brunson et Towns. Bon déjà, vu qu'on parle un peu de match-up et de libéraux défensifs, il y a ce truc pour moi, déjà ça permet aussi, en plus d'avoir ton pivot qui peut rôder autour du panier, ça permet aussi de poser un dilemme en fait. Ça pose un dilemme à l'attaque. Donc en fait, tu déplaces les match-up comme ça et tu dis, ok, les Knicks, est-ce que vous préférez attaquer avec votre meilleur poseur d'écran, donc par exemple Towns, meilleur shooter, un pick and pop, etc. Vous préférez attaquer avec Towns, mais qui va être défendu par un bon défenseur ? Ou est-ce que vous préférez cibler Porzingis, mais avec un poseur d'écran qui n'est pas d'aussi bonne qualité ? C'est ce que ça permet de jouer avec ces match-ups. C'est littéralement ça. Alors que si tu avais laissé Porzingis sur Towns, l'attaque des Knicks pourrait faire d'une paire de coups. Elle pourrait faire un pick and roll en ciblant Porzingis et en plus avec son meilleur poseur d'écran et meilleure menace de poseur d'écran qui était Towns. Et donc, tu vas cibler, tu vas attaquer un Porzingis qui va rester en drop, et en plus, il y aura la menace très loin du pick and pop, et donc il faut aussi remonter en même temps, etc. C'est compliqué. Là, tu poses un vrai dilemme. Tu dis, ok, soit tu cibles Porzingis, mais avec un poseur d'écran de type Josh Hart qui a pas le pick and pop, qui a pas la verticalité pour mettre de la pression au panier, et qui a pas les centimètres pour rouler au panier et être une menace. Donc voilà. Soit sinon, tu apportes Towns sur l'écran, mais tu vas devoir affronter un défenseur qui est pas du tout un maillon faible. Donc là-dessus notamment, je pense que c'est ça. Je pense qu'on devrait avoir aussi du Tatum sur du 4, et donc forcément, idéalement, tu as envie d'avoir un pick and pop, sauf que au final, pick and pop, tu vas le switcher. Je pense que tu vas switcher. Je pense que si le pick and roll, c'est Derrick White ou Jrue Holiday qui est sur Brunson et Tatum qui est sur 4, en fait, tu switches et tu as un mismatch nulle part. Le pick and pop, il n'y a pas de décalage, donc il n'y a pas de pick and pop pour Towns. Donc déjà, ça c'est quand même une arme énorme que tu as pu neutraliser de par juste la question des match-up. Et puis même, si tu es obligé de switcher Tatum sur Brunson, c'est pas la mort. Hein. C'est même très bien, quoi. Mais alors après, à voir à quel point Brunson est capable de punir tout de même, d'attaquer Tatum et de le mettre en difficulté. Mais je veux dire, pour moi, Tatum, c'est un 8 sur 10 ou 9 sur 10 en termes de défense de périmètre, un des mecs les plus polyvalents, qui a des bras immenses aussi, donc ça peut gêner beaucoup un Brunson dans l'espace, ses bras aussi immenses. Donc voilà, clairement, il y a un aspect où le pick and roll Brunson 4 pourrait ne pas exister en fait. Il pourrait ne pas générer le décalage en tout cas. Pourrait peut-être servir à créer des switches, mais bon, une fois que Brunson se retrouve avec Tatum, il dit est-ce que je l'attaque, c'est pas top, et 4 qui pose son écran et qui roule au pick and pop, ah mince, j'ai pas le tir que je veux parce qu'ils ont juste switché l'écran. Donc ouais, c'est un peu le problème. Et si Brunson veut attaquer avec un autre, il veut cibler Porzingis, on l'a déjà dit, ce sera avec Josh Hart ou avec un mec comme ça qui n'a ni pick and pop ni pick and roll, donc
Porzingis peut se permettre de rester en drop, de bloquer l'accès au panier, ou alors de mettre de la pression. Mais voilà, il y a un peu cet aspect où Brunson va être un peu tout seul, quoi. Il va être un peu un contre deux. Donc c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Après, tu peux te dire aussi, bon, peut-être que ça vaut le coup d'impliquer tout de même Porzingis, déjà pour le faire travailler et l'impliquer sur le ballon, ce qui est le et l'empêcher d'être ce bonus un peu en deuxième rideau, hein, totalement libre et totalement en bonus. Donc je pense que ça a tout de même un intérêt de l'impliquer sur les pick and roll au niveau de l'écran. Et puis en plus, tu peux te dire aussi, bon, le poseur d'écran va pas être une grosse menace. Mais imaginons que Josh Hart arrive à poser de très bons écrans, Josh Hart ou Mitch Robinson aussi. Hein. Mais imaginons que le poseur d'écran arrive à poser un assez bon écran, Porzingis va rester en drop, en retrait, je pense, plus bas que le niveau de l'écran, il va rester proche du panier. Bon, c'est pas idéal, mais s'il y a bien un mec qui est compétent face au drop, c'est Brunson. Brunson, le pull-up à 2 points et surtout le flotteur, il est largement compétent pour mettre ce tir-là un peu dans l'espace que tu donnes dans la mi-distance. Donc ça, à mon avis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et ça, la question, ça va être le shot-making. Hein. Au final, je crois que sur la série contre les Pistons, c'est un peu ça notamment qui a beaucoup bougé. En un sens, c'était à quel point est-ce que Brunson et les Knicks ont mis leur tir dans la short mi-distance. Ça a fait beaucoup. Et bon, c'est des tirs qu'il peut mettre. Après, c'est des tirs qui sont pas si rentables que ça en un sens. Parce que voilà, si tu mets 50% de tes flotteurs, c'est excellentissime sur l'échelle des flotteurs. Après, 50% sur un tir à 2 points comme ça, bon, ça fait que 1 point par possession. 0,50, hein, 50%, 0,50 x 2, ça fait en moyenne 1 point par possession. C'est pas la folie. Et là, on parle de 50%. Si tu mets 50% de tes flotteurs, t'es élite de chez élite. Même, je pense qu'on peut plutôt s'attendre à du 40-45 qui serait déjà très bien. Et donc là, on tombe déjà à du 0,85, 0,90 points par possession. Et encore une fois, si tout va bien, si t'es efficace là-dessus. Donc oui, Brunson peut mettre ce tir, mais pour la défense de Boston, c'est génial de faire ça. C'est génial d'attirer un peu les Knicks là-dessus et de dire, prends ce tir qui a une rentabilité qui est pas très bonne, et si on arrive à te forcer sur un haut volume sur ce genre de tir, plutôt que des catch and shoot ouverts à 3 points, plutôt que des lay-ups directement sous le panier, plutôt que des fautes qui sont un très haut taux de rentabilité, hein, les lancers francs, c'est bien, et c'est un peu le pari. Donc j'imagine un peu ce duel-là par rapport à Porzingis de les Knicks qui vont tout de même tenter d'impliquer Porzingis pour le mettre à mal et pour pas qu'il soit un bonus, et pour essayer d'avoir le meilleur spacing possible. Mais de l'autre côté, Boston tentait de rester un peu en mode dérapage contrôlé, quoi. En mode, oui, vas-y, prends ces tirs-là dans la mi-distance, nous, ça nous va. Et pendant ce temps, on n'a pas besoin d'aider plus que ça, de faire des rotations plus agressives que ça, côté fort, côté faible. Chacun peut plus ou moins rester sur son shooter. D'ailleurs, Boston est élite, hein, ils sont premiers de NBA pour empêcher les corners à 3 points. Donc soit ça aide pas, soit si ça aide, ça aide de manière assez bien coordonnée. Ça, plus le fait qu'on a aussi Joe Holiday qui, en général, a beaucoup de liberté dans une défense de Joe Mazzulla et qui parfois peut aussi lui-même s'inventer un peu safety ou venir un peu en spy, en espion, toujours un peu, être en deuxième rideau et suivre un peu un Brunson un peu partout. Je crois qu'on avait vu un match l'an passé des Warriors Knicks où tout le match, Draymond était resté comme une ombre, un peu derrière en spy, en espion, sur Brunson un peu tout le match, où partout où allait Brunson, il y avait son match principal plus Draymond derrière, sur isolation, sur post-up, n'importe où, un peu une ombre en deuxième rideau, quoi, pour le coup. Et Joe Holiday aussi peut remplir cette fonction-là, il le fait assez régulièrement. Donc voilà, un peu ce duel du pick and roll de qui va gagner. Est-ce que les Knicks vont mettre leur tir dans le flotteur? Est-ce que, même encore mieux, est-ce que Brunson va pas arriver à provoquer plein de fautes, à aller rentrer dans le lard d'un Porzingis et le forcer à défendre un peu comme ça, ou à faire des fautes, provoquer des fautes et mettre en difficulté un peu le plan de jeu. Donc potentiellement, donc ça c'est un peu avoir cette question du pick and roll, mais vous avez vu que dans la théorie, il y a quand même plein de possibilités pour les Celtics. Switcher, pas switcher, neutraliser le pick and pop, neutraliser le Brunson, ou alors rester en dérapage contrôlé en drop et autoriser que des tirs peu rentables pour les Knicks, etc. Donc pas mal d'atouts côté Boston, évidemment. Et puis l'autre aspect que les Knicks font bien, et l'autre source d'attaque pour Brunson et pour les Knicks, c'est les pick and roll entre petits. Voilà. Brunson, qui lui-même est ciblé beaucoup quand il est en défense, c'est vrai que Brunson est aussi très bon pour aller cibler des petits match-up, pour aller cibler contre les Pistons, c'était Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. ou des mecs comme ça. Donc des pick and roll où il n'y a pas un gros qui vient poser un écran, mais c'est des pick and roll donc entre petits. Mais le problème, c'est que qui tu vas cibler ici? C'est un peu ça le problème. Hein. En fait, il n'y a pas du tout de maillon faible dans cette défense. Alors, chez les titulaires,
Je pense que quand il y aura Peyton Pritchard, on verra ça. On verra un Brunson qui va cibler encore et encore Peyton Pritchard, mais je pense que Pritchard est beaucoup moins important dans l'attaque de Boston sur cette série-là et qu'il n'y a pas besoin de le faire jouer 35 minutes par match et que si vraiment Pritchard se fait cibler par Brunson sur des piques dans entre petits et devient un problème, on sait que tu peux t'en passer. On a vu des matchs cette saison, des grosses affiches où Mazzulla s'en est passé. Je crois que le fameux match contre OKC, notamment de janvier, pas de mars, mais le match de janvier contre OKC, il joue 5 minutes, Pritchard. Parce que t'as pas besoin de lui, nécessairement. Tu peux faire autrement. Il peut être trop handicapant en défense. Donc, mais bref, à part Pritchard ou à part Sam Hauser aussi, mais encore Sam Hauser, je pense que Sam Hauser, il est grand, il est meilleur en défense que ce qu'on pense, donc il peut juste switcher l'écran et puis essayer de tenir au moins le plus possible en premier rideau contre Brunson. Mais à part ça, qui est-ce que Brunson va cibler sur des minutes de titulaire, donc la majorité des minutes? Pas Jrue Holiday, pas Derrick White, peut-être Jaylen Brown, mais encore pas trop, quoi. C'est quand même grand et long, Jaylen Brown. Donc il y a cette source d'attaque aussi qui n'existe plus. Déjà, il n'y a pas le pick and pop, on l'a dit, mais il n'y aura pas tout ce qui est pick and roll entre petits ou post-up de Brunson. Brunson adore aussi aller chercher un petit et faire un post-up. Bah là, je vois pas qui est-ce qui va post-up. À part donc sur des minutes de banc, peut-être un peu Sam Hauser, peut-être un peu Pritchard, mais c'est des mecs dont tu peux te passer. Donc là encore, une source d'attaque un peu point d'interrogation par rapport à Brunson. J'ai hâte de voir aussi à quel point est-ce qu'on peut pas le mettre en mouvement. Brunson qui a été fait un peu, mais pas des tonnes sur la série contre les Pistons, beaucoup de jeux en sortie d'écran pour essayer qu'ils grattent un peu un décalage avant d'avoir la balle et avant d'attaquer. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais voilà, et puis l'autre clé de la série pour moi, c'est à quel point les Knicks peuvent scorer, et donc à quel point est-ce que Towns peut être efficace ou pas. Enfin, efficace, pas que le fait de mettre ses tirs, mais avoir un gros volume. Parce qu'on l'a dit, en tant que poseur d'écran et donc pick and pop, je pense que ça, il faut oublier. Il y aura des switches, donc ça risque de ne pas être là, cette menace-là du pick and pop. Par contre, et d'ailleurs, ça n'était pas là contre les Pistons, ça, on l'a vu aussi, puisque contre les Pistons aussi, il y avait un petit, je crois que c'est Tobias Harris qui était sur lui, donc ça switchait assez régulièrement, et puis on était content, et donc il n'y avait pas de décalage. Mais non, ce qui peut être intéressant avec Towns, c'est non seulement sa valeur de spacer, c'est-à-dire en tant que joueur off-ball, de shooter, mais là-dessus, là où ça a une vraie valeur, c'est, on l'a dit, d'éloigner un Porzingis ou un pivot adverse du panier, mais là, ça va pas être le cas, parce que je pense pas qu'on ait un Porzingis ou un Cornet sur 4. Donc déjà, ça aussi, hop, une énorme partie de l'attaque d'Enix potentiel qui s'en va. Mais donc il y a quand même le spacing, mais il y a aussi comment est-ce qu'il va être utilisé avec la balle. Et là, c'est vrai que contre les Pistons, on l'a vu, et ça m'a beaucoup plu, même si ça a pu varier selon les matchs, notamment entre match 1 et match 2, j'ai trouvé que ça manquait match 2, mais match 1, on a vu beaucoup, et ça a beaucoup marché, c'est du post-up pour Towns, parce que, précisément, on va vouloir jouer avec les match-up. Pardon, je répète ça depuis tout à l'heure, mais je pense que Boston va vouloir utiliser Porzingis en libéraux, donc pas sur Towns, donc on aura Tatum. Et c'est vrai que Tatum, je l'ai expliqué, je l'ai détaillé, il y a cette valeur structurelle de tenir des pivots, mais les meilleurs exemples, c'est contre Cleveland, il le fait à chaque fois, il arrive à tenir un Jarrett Allen. Ok, Jarrett Allen en post-up, il peut pas te punir, un Tatum, ok. Il arrive à tenir en finale, on a vu, il s'est pas fait punir par du Gafford, il s'est pas fait punir par du Lively. Bref, il y a plein de match-ups comme ça où ça peut passer, et je l'ai dit, à part si t'es Jokic ou à part si t'es Embiid, Boston fait ça, parce que Tatum peut tenir n'importe qui à part Embiid ou Jokic, évidemment. Mais, c'est peut-être là le point clé de la série. Quid de Towns? Est-ce que réellement Towns peut punir Tatum ou pas? Parce que vous voyez, si on fait un peu le spectre, Jokic, vous êtes d'accord avec moi? Non, on va pas tenter du Tatum sur Jokic. Non, c'est pas possible. On veut pas. Gafford, vous êtes d'accord avec moi aussi? Oui, on peut le tenter. Il va peut-être faire 2 ou 3 post-ups dans le match, mais ça vaut pas le coup. Jarrett Allen aussi, ça se tente largement. Peut-être qu'il y aura 2-3 play calls en mode allez, on tente de punir en post-up, mais sur la globalité d'un match, si Cleveland se fait 20 post-up de Jarrett Allen sur Tatum, t'es content. Voilà, parce qu'il est pas assez bon. Mais finalement, sur cette échelle entre Gafford / Jarrett Allen et de l'autre côté Jokic Embiid, finalement, Towns, on est un peu au milieu. Et c'est pour moi là-dessus un point de bascule de la série, c'est quid de ce match-up-là et à quel point est-ce que Towns peut arriver à précisément gagner cette bataille-là pour
essayer, et plutôt pour parvenir ou pas, à neutraliser et empêcher et dézinguer cette valeur structurelle de Tatum en poste 4, entre guillemets, poste 4, poste 5 défensif. Vous voyez un peu l'idée. À quel point est-ce que si on n'a pas un Towns qui enchaîne les post-up et qui enchaîne le fait de scorer sur post-up, à quel point c'est pas la meilleure manière pour que Boston commence à se gratter la tête et se dire mince, ça marche plus. Ça marche pas trop. Finalement, Tatum, il peut tenir un Gafford ou un Jarrett Allen, mais mince, Towns, c'est quand même un peu trop fort, quoi. Peut-être que oui, peut-être que non. J'avoue que ça, je sais pas. Et je pense que c'est le point clé de la série de ce côté-là du terrain, c'est Thibodeau, le play call, appeler plein d'actions pour donc du Towns contre Tatum en post-up et appeler des actions aussi sur les fameuses actions en delay, donc D-E-L-A-Y, des actions en 5 out, donc c'est juste le pivot Towns qui a la balle tout en haut du terrain à 3 points avec de chaque côté deux shooters sur l'aile et dans le corner, quoi. Donc l'espace totalement libéré. Et on a vu que pour se servir de la série du tour d'avant, on a vu que bon, c'est pas le même calibre de défenseur, Tobias Harris, mais contre Tobias Harris, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plein de fois où, quand c'est des drives sur des 5 out, il arrive à dépasser Tobias Harris et à aller au panier. Donc ça, très bien. Et en post-up, Tobias Harris était trop léger. Donc quand c'était un contre un, ça passait pas. Et donc les Pistons étaient obligés de déclencher des prises à deux. Et donc, prise à deux dit extra pass, dit ouverture quelque part. Swing, extra pass, 3 points, ouvert quelque part. Voilà. C'est tout le dilemme pour moi. C'est tout le dilemme, c'est Kat peut-il être assez bon dans cette création directe face à Tatum pour mettre en cause, voire même quasiment remettre en cause et annuler ce jeu des match-up que va tenter Boston. Peut-être qu'il va y arriver. Peut-être que Tatum, on va quand même garder Tatum sur Towns et apporter des prises à deux, mais c'est déjà un premier compromis de la part de Boston, si tu fais ça, parce que si prise à deux sur Towns, il peut ressortir en passe et tu peux trouver un décalage quelque part, premièrement, ou alors sinon, carrément à changer, carrément à se dire, non, Tatum se fait trop avoir, il se fait shooter par-dessus, il se fait enfoncer au poste bas, et Towns s'en sort trop bien en post-up, donc il faut changer. Ça, ce serait le Graal, ça c'est la victoire absolue. Je pense que ce qui va se passer, je pense pas que Tatum puisse le tenir et le freiner complètement. Ça, je pense pas. Je pense que Towns va scorer. Est-ce qu'il va scorer au point et être dangereux au point qu'on remette en question les match-up? Je pense pas. Par contre, ce qui va se passer, c'est que Tatum sera toujours en premier rideau sur Towns et des prises à deux vont se déclencher autour de Towns pour aider Tatum. Et pourquoi? Parce que, justement, les Knicks, n'ayant pas un spacing parfait, il y aura forcément la fameuse valve de décompression côté Knicks. Et donc, tu fais une prise à deux sur Towns pour aider Tatum, d'accord? Et donc, ensuite, tu fais la rotation pour le mec qui a une passe près, une autre rotation pour aider celui qui aide, etc. Mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce que on va voir Josh Hart, on va dire, non, lui, on fait pas la rotation. Voilà. Donc, soit ça peut être une aide qui va venir d'un petit depuis le périmètre, soit sinon, ça va juste être directement Porzingis sous le panier qui va venir aider depuis la ligne de fond en abandonnant totalement Josh Hart dans le corner opposé ou dans le dunker spot ou à 3 points, etc. Donc, je pense que ça devrait être ça, la configuration. Si je devais parier, même si je suis pas très bon en pari, notamment tactique, il n'y a qu'à avoir mes braquettes, mais non, mais je pense qu'on va partir là-dessus parce que je pense pas qu'on arrive au point où il y a la panique côté Boston en mode non, ça passe pas, il est pas assez solide Tatum, remettons, on va sortir du Xavier Tillman, on va sortir du Demaskita, on va sortir, ou même Porzingis lui-même. Mais je ne pense pas. Donc voilà aussi le point clé, c'est Towns et son scoring versus le match-up qu'on va lui offrir, donc notamment Tatum à mon avis. Bref, donc voilà un peu les sources d'attaque principales qu'on a pu un peu couvrir côté Knicks. Bon, après, il y aura toujours un peu d'attaque secondaire, il y aura un peu de... je vais pas vous parler de Campaign qui sort du banc ou des trucs comme ça, ou Miles McBride. Oui, il y a un peu des sources tertiaires ou plus même d'attaque. Mais bon, dans une preview, je n'ai pas envie de faire non plus 4 heures aujourd'hui, en tout cas pas aujourd'hui. Donc on peut s'arrêter là, mais c'est vrai que sur les enjeux principaux, des principaux joueurs et des principales manières d'initier l'attaque côté Knicks, vous voyez que Boston a les armes. Si on dézoome ce côté tactique pour faire un peu de l'aspect non pas micro-tactique, mais un peu macroscopique, c'est vrai que un truc qui peut être inquiétant aussi, c'est, on l'a dit, déjà il y a un manque de spacing, mais en plus, Boston est très bon pour contrôler le spacing qu'on autorise ou qu'on n'autorise pas. Ils sont élites premiers de NBA pour le nombre de tirs dans les corners à 3 points autorisés, donc ils en autorisent très très peu. Donc il y a un peu cette science aussi de
comment est-ce qu'on aide et comment est-ce qu'on fait les rotations et pour ne pas laisser ce tir à 3 points qui est le tir jackpot du basket, hein, le corner à 3 points. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, on a aussi le fait que Boston, c'est une équipe d'élite en termes de lancer franc. Et c'est vrai que les Knicks, c'est un peu les deux en fait, hein, c'est un peu, enfin les deux. Il y a un Brunson qui est élite là-dedans et le reste de l'équipe est pas très bonne, mais qui est pas aussi très bonne. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas des on n'a pas des drivers, on n'a pas des mecs qui sont capables de provoquer beaucoup de fautes. Hein. OG, c'est pas un driver, c'est pas un mec qui provoque beaucoup de fautes. Michael non plus, Josh Hart non plus. En tout cas, il peut le faire off-ball avec des cuts et tout, mais pas balle en main. Towns, il est plutôt loin du panier en général, donc c'est pas beaucoup lancé franc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça clash pas très bien non plus là-dessus également. Sur l'aspect de Boston et Elite sur cette catégorie, et en plus toi t'es pas très bon, et donc voilà, à surveiller aussi cette bataille des lancers francs par rapport à ça, bataille du rebond offensif également, parce que voilà, si c'est un peu là encore, hein, les vases communicants, mais comment est-ce qu'on fait jouer Towns ? Est-ce qu'on le fait jouer avec la balle en création directe proche du panier ou pas ? Il y a aussi l'aspect de si on met Josh Hart en même temps que lui ou Mitchell Robinson, ça veut dire un non-shooter sur le terrain, mais donc ça veut dire aussi que on va plutôt tenter que Towns soit dans le périmètre à 3 points plutôt que proche du panier, parce que sinon si on met tout le monde proche du panier, il n'y a pas d'espace, hein, très, très basiquement. Mais à quel point ce positionnement dans le périmètre, ce côté on va t'utiliser en spacer, ça peut pas faire aussi que les Knicks sont moins bons en termes de rebond offensif. Ça peut être à noter. Et voilà, un peu là encore, hein, sur cette bataille un peu macroscopique de jeu des possessions, le jeu des marges aussi, comme j'aime bien l'appeler, il y a ça aussi. Il y a l'aspect de qui va gagner la bataille du rebond offensif. On sait que les Knicks sont pas forcément élites là-dessus cette saison. Je vais quand même vérifier le chiffre, mais je l'avais noté. Voilà, ils sont 10e. Ils sont 10e. D'habitude, ils sont premier et deuxième les 2 dernières saisons. Même 6e l'année d'avant. Donc voilà, ils ont enchaîné 3 années top 5. Ils sont que 10e cette année, mais bon, voilà, c'est lié aussi au pivot. Hein. Quand tu passes de Hartenstein qui était sous le panier à 4 qui est dans le périmètre, ça change tout. T'es un peu moins bon au rebond. Donc, New York, 10e au rebond offensif en saison régulière. Boston est aussi très bon pour défendre ce rebond. Hein, Boston, ils sont aussi pas mal du tout. Ils sont 5, 6, 7, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est 7e au rebond, protection du rebond défensif de leur côté, donc empêcher des rebonds offensifs, vous avez compris. Donc, ça va clasher aussi là-dessus, parce que je pense que les Knicks, il y a 4 qui n'est pas tout le temps proche du panier, mais c'est une de leurs vraies armes. C'est une vraie stratégie de Thibodeau, qui aime beaucoup faire ça, on l'a dit, hein, ils étaient élite depuis 3 ans, et ils peuvent le redevenir. Et le rebond offensif, au-delà de moyennes de saison sur de gros échantillons, etc., c'est une arme tactique à l'échelle d'une série de playoffs qui peut être accentuée gravement, ou d'ailleurs totalement abandonnée parfois, mais aussi, donc, de l'autre côté, on peut aussi parfois beaucoup plus l'utiliser que ce qu'on a fait en playoff. J'utilise toujours le même exemple, mais c'est le plus récent. Mais vous voyez notamment les équipes qui affrontent OKC, je crois que c'est Dallas l'an passé, Dallas en saison n'était pas du tout une équipe qui va beaucoup au rebond offensif, hein, si on se fie à la moyenne de SR. Et pourtant, contre OKC qui n'était pas bon au rebond, ils ont dit quoi ? Ils ont dit on met l'accent dessus, on y va à fond. Et Dallas a fait une série 2024 demi de conférence contre OKC où ils ont dominé au rebond offensif en s'offrant plein de secondes chances, nouvelles opportunités, nouvelles possessions, plein de tirs en plus, etc. Donc, il ne faut pas se fier que à l'aspect de saison régulière sur ce domaine-là. Ça peut être une carte dégainée sur une série de playoffs selon l'adversaire, selon le match-up. Et je me demande à quel point Thibodeau va pas se jouer un peu cette carte-là par rapport aux Celtics qui pourtant peuvent être très bons dans la protection du rebond, mais voilà. Je pense que l'attaque des Knicks va un peu patauger, va pas être géniale, donc si tu peux un peu t'offrir des trucs en plus là-dessus, ça peut être cool, d'autant plus que les Celtics, leur seule faiblesse, entre guillemets, défensive, mais c'est pas une faiblesse, hein, c'est juste une question d'identité et de couverture défensive, les Celtics créent assez peu de turnovers. C'est une défense qui va pas faire beaucoup de playmaking défensif, donc voilà, ils sont au dernier tiers de NBA en termes de création de turnovers adverses. Les Knicks sont une attaque très propre. Aussi parce que c'est pas une attaque qui passe beaucoup la balle, mais de facto ça se combine assez bien, ça aussi. Un peu quand on regarde un peu le jeu des marges, comme d'habitude, et le jeu des possessions, etc. Imaginons des Knicks qui peuvent gratter au niveau des lancers francs, qui peuvent gratter au niveau du rebond offensif, et qui en plus perdent peu de ballons, ça fait d'autant plus de cartouches et de tirs pour mettre plus de points que l'adversaire, hein, très, très simplement. Donc voilà un peu pour cette bataille des marges, mais là où je suis un peu inquiet tout de même, c'est qu'on a vu que l'attaque des Knicks un peu pataugé contre une défense des Pistons qui était honorable, même plutôt très bonne, hein, plutôt très bonne, et ils ont galéré contre eux. Donc,
comment est-ce qu'ils ont gagné la série? C'est eux-mêmes en étant bons en défense. Mais le fait est que là, si déjà leur attaque, les Knicks a galéré contre les Pistons, là on est sur un step au-dessus, en termes de niveau de jeu, mais même de flexibilité. J'ai décrit l'incroyable variété de choses différentes que peuvent faire cette défense de Boston. Donc c'est face à une défense qui est bien meilleure et plus polyvalente. Donc attention là-dessus. Je pense qu'on risque d'avoir des perfs offensives pas si bonnes que ça. Et comme dit, eh bien la série d'avant a été gagnée non pas par une attaque qui a enfin été débloquée, mais par une défense qui sur la fin de série a été bien meilleure. Et là-dessus, d'accord, mais les Pistons, s'ils n'avaient pas s'ils n'avaient pas des mecs aussi bons pour aller cibler des maillons faibles. Ouais, clairement, c'est un peu, mais c'est normal. Les Pistons, c'est pas les Celtics. Hein. On parle d'une bonne équipe, les Pistons. On parle pas de je suis favori pour le titre. Voilà, c'est évidemment. Là, je ne sais pas à quel point les Knicks peuvent un peu sauver des points avec leur défense, hein, vu que l'attaque risque de se prendre un peu le mur de mince. Les Celtics défendent bien et même mieux que les Pistons. Donc contre les Pistons, on avait gagné avec la défense, mais là, est-ce que tu peux vraiment gagner avec la défense? Est-ce que tu peux gagner? Est-ce qu'au contraire, ça va pas être l'inverse de tu vas prendre cher en défense parce que t'as Brunson, parce que t'as Kat et que Boston est expert en la matière pour aller punir des maillons faibles. Donc voilà, fan des Knicks, je m'excuse. J'ai conscience que la preview n'augure pas de très bonnes choses pour vous, en tout cas selon mes dires et selon mes raisonnements. Mais j'avoue que j'ai rarement vu un feed tactique à ce point défavorable pour une équipe. Là, on a un clash de une équipe de Boston qui est très forte en défense et qui est très polyvalente en défense et qui en plus peut cibler des 1 contre 1 très bien. C'est exactement toutes les faiblesses et en attaque et en défense des Knicks. Donc ouais, je dirais quand même plutôt, hein, vous l'aurez compris, plutôt Boston qui devrait passer. Mais j'ai hâte de suivre. Parce que en même temps, vu ce que j'ai décrit, vous voyez bien que sur le papier, on a des Knicks qui démarrent un peu au dos au mur. Clairement, ils n'ont quand même pas les faveurs un peu tactiques du fit, on va dire, des configurations de base, des configurations évidentes. Donc, je me dis, vu que les configs de base sont pas en leur faveur, c'est dans ces moments-là qu'on peut ou qu'on va voir qu'en général, on a des coachs qui tentent des choses assez différentes. Donc, avoir la question de où est-ce qu'on met défensivement un 4, ça peut être cool. À voir, est-ce qu'on va pas se mettre à faire des défenses un peu différentes? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un switch all parfois sur certaines séquences, ou même plus que ça? Est-ce que, enfin voilà, vu que t'es dos au mur, c'est bon, soit je meurs en étant en faisant comme d'habitude, vu qu'on a des faiblesses, soit tu mises un peu sur tu fais un all-in, hein. Tu fais un all-in, c'est-à-dire je ne peux pas me permettre de rester en mode jouer petit bras parce que petit à petit je vais mourir sûrement. Donc c'est peut-être l'heure de faire de gros paris, faire un all-in, faire des stratégies risquées, comme ils disent, hein, high risk, high rewards. Donc c'est-à-dire très risqué, mais avec gain potentiel si ça marche. Notamment, hein, pour parler concrètement, est-ce que défensivement on peut se permettre de faire des séquences de pression très agressive sur des Tatum, sur des mecs comme ça? Est-ce qu'on prend ce risque? Parce que si on le fait pas et qu'on fait un peu le plan habituel de ah non on veut pas switcher, ah non on fait un edge and recover mais on se fait avoir, ah non on switch et finalement ils vont nous cibler un contre un petit à petit et on va mourir à petit feu un peu parce qu'on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu plus un coach tactiquement proactif qui dit soit on meurt à petit feu, soit sinon on dégaine la carte malade mentale, quoi. On y va à fond, quoi. On tente le pari, qui est un pari très risqué. Mais en même temps, c'est peut-être aussi ta seule chance. Parce que ça peut ne pas passer et tu peux te faire détruire si, par exemple, une couverture hyper agressive, terrain surchargé hyper agressivement, tu peux te faire punir parce que spacing et parce que shotmaking, ça peut aussi marcher. Tu peux arriver aussi à te dire, bon, sur 2-3 matchs, le shotmaking, les tirs à 3 points de Boston ne rentrent pas, ils n'arrivent pas à nous punir, et nous, en plus, on n'est pas punis derrière avec leurs tirs, et ces schémas agressifs pas punis nous permettent de complètement couper court à telle attaque, telle manière d'initier l'attaque, tel pick and roll, tel switch, etc. Donc voilà, à voir. J'ai hâte de voir avec un Thibodeau dos au mur qu'est-ce qu'il pourrait nous concocter et quels ajustements il pourrait faire, hormis le fait de faire jouer ses titulaires 48 minutes et demie par match, évidemment, même si on sait que ça va arriver là-dessus. Mais voilà, je parle de ça.
l'utilisation de Mitchell Robinson aussi. Ça peut être intéressant, à quel point, dans quel système, quelle couverture défensive, avec ou pas Towns en même temps sur le terrain, etc. Il y a 2-3 trucs intéressants à suivre dans cette série, même plus que ça, malgré la série qui n'a pas l'air équilibrée de base. Je pense qu'on va assister à une série qui, tactiquement, devrait être assez intéressante en termes de jeu d'échecs entre un coach et l'autre. Donc voici pour cette preview des Boston Celtics contre les New York Knicks. Et vous avez compris, je mise sur les Boston Celtics pour le moment. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Donc voici pour cette preview. Je vais tenter aussi de faire l'autre d'ici dimanche ou lundi, je ne sais pas quand est le match 1 entre les Cavaliers et les Pacers, série aussi intéressante, je vais m'y atteler. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment peut-être qu'on aura beaucoup de podcasts en même temps, peut-être qu'on aura même 2 podcasts le même jour, c'est possible vu les calendriers, entre les bilans de série, entre les... voilà, il y a la série entre les Rockets et les Warriors aussi qui devrait bientôt se finir, est-ce qu'on va en parler? Il y a le Denver contre les Clippers aussi, donc les podcasts de bilan de série, les podcasts de preview, c'est un peu le chassé-croisé là, du premier tour et du deuxième tour. Donc voilà, plein de podcasts, évidemment, vous consommez ce que vous voulez. Par exemple, je viens de sortir un bilan des Lakers, vous n'êtes pas obligé de l'écouter si les Lakers, ça vous saoule. Donc voilà, vous prenez ce que vous voulez. Nous, en ce moment, on va juste envoyer pas mal de podcasts, évidemment, puisqu'il y a plein de choses à dire. C'est les playoffs, c'est maintenant qu'il faut être là. On parle des matchs, on parle des matchs, on parle de ce qui se passe, pour le coup. Et les bilans, on fera ça cet été, plus à froid, et on parlera de plein de choses également. Donc je ne sais pas pourquoi on se retrouve la prochaine fois, mais on se retrouve la prochaine fois très bientôt, à n'en pas douter. Et donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, comme à chaque fois, surtout pour récemment là, pour les vidéos et tout. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.